Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, à première vue, a l'air toute simple. C'est quoi vraiment posséder du Bitcoin? On a tendance à croire qu'une fois acheté, c'est bon, il est à nous. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Comme on va le découvrir, tout, absolument tout, tourne autour d'une seule chose. Qui contrôle les clés? Voilà la question qui tue. Quand on met de l'argent dans du Bitcoin, est-ce qu'on le possède vraiment, genre à 100%? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si simple. Ça dépend entièrement de comment on le détient. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer en s'appuyant sur une analyse super intéressante qui propose 3 niveaux de possession bien distincts. Allez, on commence avec le premier niveau. C'est sans doute le plus répandu, le plus simple d'accès pour la plupart des gens, le statut de propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça signifie qu'on a un titre légal sur ces bitcoins. Mais, et c'est un gros mais, ce titre vient avec une condition, on dépend de quelqu'un d'autre. Et pour être bien clair, allons voir ce que nous dit le dictionnaire. Le Larousse définit le propriétaire comme le titulaire d'un droit de propriété. Le mot super important ici, c'est droit. Il s'agit bien d'une reconnaissance par la loi, mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on a le contrôle physique et direct de la chose. C'est une toute petite nuance, mais elle change tout. Bon, concrètement, ça donne quoi? Être propriétaire de Bitcoin, ça veut dire qu'on a un papier, un titre qui est reconnu et géré par une autre boîte, genre une banque ou une plateforme d'échange. Le point absolument central, c'est que dans ce cas, on ne détient pas soi-même les clés privées. Les exemples les plus classiques, ce sont les ETF Bitcoin ou tout simplement les Bitcoins qu'on laisse dormir sur la plateforme où on les a achetés. Pour que ce soit bien clair, on peut faire une analogie avec une maison. On est propriétaire de sa maison, on paye ses impôts, et en échange, l'État s'engage à protéger notre propriété. C'est une relation qui est basée sur la confiance, mais aussi sur une forme de dépendance. Eh bien, pour le Bitcoin, c'est un peu la même idée. On accepte de déléguer une partie du contrôle, et en retour, on bénéficie d'un service et d'une certaine sécurité, disons, institutionnelle. Du coup, le compromis, il est limpide. D'un côté, on a la facilité, la commodité, c'est simple, rapide, pas besoin d'être un expert en tech, mais de l'autre côté, eh bien, on cède le contrôle. On se met à dépendre entièrement de la solidité, de la sécurité et bien sûr des règles imposées par ce tiers. Bon, maintenant, passons au niveau supérieur. Comment est-ce qu'on peut reprendre la main? On arrive au niveau du détenteur. Et là, attention, on touche au cœur même de la philosophie Bitcoin. Tout est résumé dans cette fameuse phrase que tout le monde dans le milieu connaît par cœur. Not your keys, not your coins. Si ce ne sont pas nos clés, ce ne sont pas nos bitcoins. Un petit tour par le dictionnaire à nouveau. Détenir, selon le Larousse, c'est tout simplement garder un objet, l'avoir en sa possession. C'est direct, c'est simple. Pas d'intermédiaire, rien. On parle bien ici d'une possession physique immédiate. Et dans le monde du Bitcoin, la traduction de ce mot, elle est d'une simplicité désarmante. Détenir ces Bitcoins, ça veut dire une seule chose. Connaître la clé privée, point. Cette fameuse suite de 12 ou 24 mots. C'est le seul, l'unique critère. Absolument rien d'autre n'a d'importance. Une autre analogie qui fonctionne super bien ici, c'est celle de l'obligation au porteur. C'est un peu un truc d'un autre temps, mais l'idée était simple. La personne qui avait le bout de papier physique dans la main, eh bien c'était elle le propriétaire. Fin de l'histoire, pas besoin de registre, de notaire, de rien. Pour le Bitcoin, la clé privée, c'est exactement ça. C'est le titre au porteur des temps modernes. Forcément, ce pouvoir de tout contrôler soi-même, ça vient avec une énorme responsabilité. C'est même une responsabilité totale. Premier point, il faut connaître sa clé. Logique. Deuxième point, il faut être le seul à la connaître. Parce que si quelqu'un d'autre met la main dessus, on n'est plus le seul détenteur, on devient co-détenteur au mieux. Et enfin, le point le plus critique, si on perd cette clé, on perd les bitcoins. Pour toujours. Sans aucune possibilité de les récupérer. Il n'y a pas de service client à appeler. Et ça nous amène tout en haut de l'échelle, au troisième et dernier niveau, le niveau ultime, le souverain. Là, on ne parle même plus juste de contrôle, on parle d'un pouvoir absolu, total, sans aucune restriction sur ses propres actifs. Et encore une fois, la définition du dictionnaire est parlante. Le Larousse dit que le souverain, c'est un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Ça veut tout dire. C'est l'idée d'une autonomie complète, de n'avoir de compte à rendre à personne. Et c'est exactement cet idéal qui est recherché quand on parle de souveraineté dans Bitcoin. Alors, transposé à Bitcoin, ça se traduit comment? Eh bien, un utilisateur souverain, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut de son argent quand il veut, sans que personne ne puisse s'y opposer. Ni une plateforme d'échange, ni une banque, ni même un État. Pour arriver à ce stade, il ne suffit pas de détenir ses clés. Il faut aussi faire en sorte de protéger au maximum sa vie privée et de couper tous les ponts avec d'éventuelles dépendances extérieures. La question, c'est
Comment on y arrive à ce niveau de souveraineté? L'analyse sur laquelle on s'appuie parle d'une voie royale. C'est une image assez forte. Cette voie, c'est quoi? C'est d'abord d'acheter ces bitcoins de façon la plus anonyme possible. Par exemple en peer-to-peer, en échangeant directement avec une autre personne contre du cash. Et ensuite, bien sûr, de les garder soi-même en auto-hébergement le plus loin possible des circuits financiers classiques. Voilà, on a fait le tour de ces 3 niveaux. Le propriétaire, le détenteur et le souverain. Ce qui est vraiment important de saisir, c'est que ce n'est pas forcément un chemin qu'on doit suivre étape par étape. C'est plutôt un éventail de possibilités, un spectre de choix. Et chaque choix représente un équilibre différent entre la simplicité d'un côté et le contrôle et la liberté de l'autre. Ce tableau, il résume tout ça à la perfection. D'un côté, le propriétaire qui mise tout sur la simplicité, mais au prix d'un contrôle très faible et d'une dépendance forte. Au milieu, le détenteur qui choisit le contrôle direct et l'autonomie, mais qui doit en assumer toute la responsabilité. Et enfin, au sommet, le souverain qui recherche le contrôle absolu et une dépendance zéro. C'est le Graal de la liberté, mais c'est aussi le chemin le plus exigeant. Du coup, le truc vraiment crucial à retenir, c'est que la différence n'est pas juste technique. Non, ça va bien plus loin que ça. En fait, chaque niveau représente une véritable philosophie de la propriété. C'est une question de ce que posséder veut dire pour soi, et surtout du niveau de responsabilité qu'on est prêt à accepter en contrepartie. Au bout du compte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment un choix personnel, un arbitrage à faire selon ses propres objectifs, ses connaissances techniques et sa vision des choses. Et c'est ça qui est fascinant avec un actif comme le Bitcoin. Ça nous force à nous poser la question, finalement, quel niveau de possession est-ce qu'on vise vraiment? La question reste ouverte et elle mérite qu'on y réfléchisse.